En Ukraine, en l'occurrence Florian Lidler et Antoine Bourdarias. En Pologne, c'est Charline Hurel, tous avec des réfugiés ou des combattants. Comme chaque jour, on fera un point toutes les demi-heures sur les dernières images avec Thierry Coiffier. Un point sur les cartes également et les mouvements de troupes et de population avec Laura Pouget. Ce sont des cartes interactives qu'on analysera ensemble. Sur le plateau d'ailleurs, pour m'accompagner, les meilleurs spécialistes, Didier François, Vincent Hugeux, Catherine Gentil, de nombreux généraux qui nous expliqueront les tactiques, notamment sur ces cartes. On parlera aussi largement diplomatie, qu'espérer des discussions entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le chef de l'État, diplomate en chef dans cette crise, alors qu'on apprend qu'il y a du nouveau du côté de la Maison-Blanche, nouvelles sanctions de la part des États-Unis. On vous en parle dans une seconde. On commence d'abord donc avec vous, Thierry, et les dernières images. Oui, et on va revenir sur ces bombardements de cette nuit, sur cette ville de Soumy. Au moins 21 personnes ont été tuées. C'est en tout cas ce que disent les autorités locales. Et vous voyez les dégâts sur cette ville. On est au nord du pays, une ville de 270 000 habitants. Elle est située tout près de la frontière russe. Je vous parlais de ces frappes aériennes qui ont eu lieu durant la nuit. C'est vrai que la ville est en proie déjà à de violents combats depuis plusieurs jours. Et tout cela, ces bombardements, avant l'entrée en vigueur ce matin d'un cessez-le-feu à 8h heure de Paris. Ça concerne plusieurs villes et ça concerne cette ville de Soumy, puisqu'il y a un corridor humanitaire, un couloir humanitaire qui a été mis en place de Soumy vers Potravast à 150 km au sud. Et vous voyez des cars, un premier convoi qui est parti donc ce matin. Alors selon le gouverneur régional de Soumy, Mikhailo Ananchenko, les Russes ont tiré sur ce convoi. Il a été stoppé un temps, mais toujours selon ce gouverneur régional, il a pu repartir. Vous voyez ici des images, on entend des bruits de tirs non loin de ce convoi. On voit d'ailleurs, on aperçoit de ce convoi humanitaire depuis Soumy. Kiev a également accusé les Russes de ne pas avoir respecté un autre couloir humanitaire, mais cette fois-ci à Mariupol. C'est en tout cas ce que dit le ministère ukrainien de la Défense. On sait que Mariupol est assiégé depuis 8 jours par l'armée russe. Il n'y a plus d'eau, plus de chauffage, plus d'électricité. Et regardez ce que dit une journaliste ukrainienne qui a relayé une information qui a été donnée par la municipalité de Mariupol sur son compte Telegram. Une enfant est décédée de déshydratation à Mariupol. Elle s'appelait Tania, elle avait 6 ans, seule dans les dernières minutes de sa vie. Et je vous le disais, depuis 8 jours, donc, Mariupol est sans nourriture, sans eau, sans chauffage ou électricité. La version russe de ce blocus, de ce siège de Mariupol, ils disent que les Ukrainiens empêchent les civils de partir afin de servir de bouclier humain. C'est évidemment la version russe de ce siège. Voici, pour finir, Bénédicte, les premières images de la Légion internationale, images tournées dans la région de Kiev. Qu'est-ce que la Légion internationale, me demanderez-vous? Ce sont des combattants, principalement européens, qui sont venus à l'appel du président Zelensky, qui avait lancé justement cet appel à tous les volontaires aguerris pour venir en renfort. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères ukrainien affirme que plus de 20 000 personnes de 52 pays se sont portées volontaires. On ne sait pas s'ils sont encore arrivés dans le pays, mais voilà pour ces premières images de la Légion internationale. Tout à l'heure, bien évidemment, toutes les demi-heures pour toutes ces dernières images. L'info également, vous la voyez inscrite en rouge en bas de cet écran, c'est Joe Biden qui va parler tout à l'heure, on l'écoutera bien sûr, qui va annoncer un embargo sur les importations de pétrole russe aux États-Unis, décision unilatérale, puisque l'Europe n'est pas d'accord avec cela. On va y revenir longuement. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce que vous nous disiez, Thierry, à savoir les combats et l'embargo et le couloir humanitaire du côté de Soumy. Il y a eu des bombardements dans la nuit. Ensuite, donc, ce corridor humanitaire dont on ne sait pas très bien s'il est respecté. On va voir tout cela avec Laura Merlier sur les images d'Esther Lefebvre et d'Antoine Pocry qui sont sur place. Ces bus vont enfin permettre aux habitants de Soumy de quitter la ville. Il faut faire vite, ils n'ont que quelques heures avant la fin du cessez-le-feu. Le convoi prend la direction de la ville de Poltava, en terre ukrainienne. Un périple de 350 km. Mais certains habitants, comme Marina, refusent de partir par ce corridor. Beaucoup de personnes ont peur d'emprunter les corridors. Hier, certains trajets ont été visés par des tirs russes. On n'a aucune confiance. Ça fait vraiment peur. Cette nuit, la ville s'est de nouveau retrouvée sous le feu de l'artillerie russe. Des frappes aériennes sur des immeubles d'habitation ont tué plus de 20 personnes. Un cessez-le-feu a été annoncé aujourd'hui par les autorités russes dans les villes de Kiev, Soumy, Kharkiv, Tcherniv et Mariupol.
Mais les couloirs humanitaires proposés font toujours l'objet de désaccords. 4 d'entre eux conduiraient les civils vers la Russie et la Biélorussie, impensable pour les autorités ukrainiennes. Alors que de nombreux Ukrainiens se réfugient à l'ouest, les bombardements frappent maintenant des villages jusque-là épargnés, comme nous l'explique notre équipe, à 20 km d'Odessa. La base militaire du village est à quelques mètres de nous seulement, juste derrière ces maisons. Interdiction pour nous de la filmer, cette base frappée hier soir par un missile russe. Cet homme vit juste à côté. Il a entendu l'explosion. Je commence vraiment à m'inquiéter pour ma famille. J'ai 2 filles, vous savez. Cette inquiétude est partagée depuis plusieurs jours par les habitants d'Odessa. Ils voient désormais les bombardements se rapprocher de leur ville. Alors on va voir ça de façon plus précise avec vous, Laura Pouget, dans un instant. Juste le temps pour moi de présenter les personnalités autour de ce plateau. Catherine Gentil, évidemment. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour. Général Dominique Trinquant, merci d'être resté. Vous étiez ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Didier François est avec nous également et j'en suis ravie. Bonjour à vous mon cher Didier. Et Vincent Hugeux, merci également d'être resté. Alors justement, je vais vous emmener avec moi, si vous le voulez bien Vincent. On va aller voir Laura. Laura, vous allez nous aider à y voir plus clair au sujet de Soumy. Donc on disait tout à l'heure, il y a eu un premier couloir humanitaire qui a été mis en place. Oui, je vous montre Soumy, c'est au nord-est du pays. Cette ville, un premier couloir humanitaire confirmé par les autorités ukrainiennes et cette précision a son importance. Il part vers le sud en direction de Poltava, à 150 km plus au sud. Alors Soumy, on le sait, a été visé par des bombardements russes cette nuit qui ont fait plus de 20 morts. Mais Poltava, il faut le préciser, n'est pas à l'abri du conflit, comme l'est une partie ouest de l'Ukraine. Les troupes russes ne sont pas loin, alimentant les craintes des autorités ukrainiennes quant à l'accueil des réfugiés qui ont commencé à descendre en bus. Voilà pour ce premier petit couloir humanitaire. Il y a d'autres villes qui sont censées être concernées. D'après Moscou, la capitale, Kiev. Si je vais plus au nord, il y a Tchernihiv. Aller à l'est, Kharkiv. Et puis si je descends, le port de Mariupol, ce port stratégique dont on parle beaucoup ces derniers temps, assiégé, mais toujours aux mains des Ukrainiens. Et d'ailleurs ce matin, les Ukrainiens ils font savoir que les Russes, par leurs attaques, ils empêchent toujours toute évacuation, tout couloir humanitaire depuis Mariupol. Et alors, ils emmènent où ces couloirs humanitaires, Laura ? C'est la grande question. Moscou fait savoir que de nouveaux itinéraires vont être soumis à l'Ukraine. Les premiers, en fait, ils ne convenaient pas. Et pour cause, regardez ce que proposait Moscou hier. Hier, Moscou proposait des couloirs humanitaires qui menaient des villes assiégées vers soit la Russie, soit la Biélorussie. Donc on aurait vu des réfugiés partir des villes assiégées vers le pays dont provient l'offensive. Proposition complètement immorale à juger Kiev. Merci beaucoup. Merci Laura. Alors Vincent, vous allez nous expliquer, parce que vous connaissez tout ça par cœur, déjà pourquoi Soumy a été d'abord attaqué cette nuit et puis ensuite ce couloir humanitaire ridiculement petit, si je peux me permettre, qui a été mis en place. Alors d'abord, Soumy, on le voit sur la carte, c'est une ville qui est extrêmement proche de la frontière russe. Ouais. Et l'idée, évidemment, c'est de sécuriser un glacis alors que l'on sait qu'il y a encore des combats, puisque des unités combattantes efficaces de l'armée ukrainienne se trouvent au niveau du Donbass et qu'il y a des échanges, semble-t-il, de tirs encore, par exemple autour de la ville de Donetsk, qui est donc la capitale d'une des deux républiques fantoches pro-Kremlin. Au passage, et à ma connaissance, le corridor humanitaire hypothétique qui part de Soumy ne suit pas ce modèle totalement rectiligne, puisque en réalité, il y avait une sorte de coude pour rejoindre Soumy par une ville qui s'appelle Lorvitsia, qui est à peu près à 150 km au sud-ouest de Soumy, et que donc on a d'ailleurs très rarement des corridors sécurisés, balisés, avec des instances de contrôle et de surveillance qui attesteraient de leur validité et de leur sécurité. J'ajoute au passage que le corridor humanitaire, le général Trinquant le disait tout à l'heure, c'est aussi un outil de la guerre et de la propagande, et c'est un instrument, ce qu'on appelle en bon français le blame game, le jeu de la faute, c'est-à-dire que c'est pas nous, c'est lui. On se souvient par exemple des expériences assez marquantes de la Syrie, notamment lorsqu'il y a eu des évacuations d'Alep. À chaque fois, c'est « Ah oui, on a voulu ouvrir un corridor, mais ils nous ont attaqués, c'est de leur faute, etc. » Donc ça entre aussi
dans la grande guerre de propagande entre les belligérants. C'est ce que disait d'ailleurs aussi Emmanuel Macron hier. On va retourner s'asseoir pour en discuter avec les autres invités, parce que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est Soumy en fait, Didier François. C'est une grosse ville, une petite ville, il y a beaucoup d'habitants. C'est quoi la cartographie, si j'ose dire? C'est une ville assez importante. Vous voyez bien qu'elle est, elle est le long de la frontière, elle est au nord de Kharkiv. Donc Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays. Donc c'est important pour eux parce que, évidemment, c'est un peu, disons, la capitale de l'Est. Or, on voit bien qu'ils veulent prendre l'Est. Et s'ils veulent prendre l'Est et s'ils veulent poursuivre on le revoit sur la carte, s'ils veulent poursuivre leur offensive en direction du Dniepr, vous voyez la petite ligne bleue, le fleuve qui traverse et qui coupe le pays en deux, eh bien, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas laisser derrière eux des poches dans lesquelles il y aurait de la résistance et qui pourraient attaquer leur ligne de ravitaillement, leur ligne logistique. Et donc, ils ont décidé de réduire et de s'emparer de ces villes avant de poursuivre leur progression. Et donc, Soumy et Kharkiv sont aujourd'hui les deux villes du Nord, avec une troisième ville qu'on ne voit pas là-dessus, mais qui s'appelle Tcherniv et qui est un peu plus en direct. Bah si, on la voit. Si, on la voit, elle est au nord. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Au nord de Kiev. Et donc, vous voyez bien que ces trois villes-là, il faut absolument qu'ils les prennent s'ils veulent pouvoir poursuivre leur offensive vers Kiev. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils aient des lignes de communication, des lignes de ravitaillement un tant soit peu sûres. Et c'est donc bien pour ça qu'ils vont mettre tous leurs efforts et donc toute leur violence, c'est bien ça le problème, pour détruire et s'emparer de ces villes. Et voilà. c'était Ce qui se passera aussi à Mariupol. Voilà, l'effet de tenaille dont on parlait hier, Catherine. Oui, c'est ça. Exactement. Mais parce qu'en fait, vous voyez bien qu'entre Kharkiv et Mariupol, là, dans cette espèce de petite zone encore, qui est vert, tendre, avant le Dniepr, il y a 40 000 hommes de l'armée ukrainienne. 40 000 hommes de l'armée ukrainienne, c'est à peine moins de la moitié, qui pour l'instant font une bataille de retardement. Ils freinent l'avancée des troupes russes. Et donc, ils essayent de les ralentir le plus possible et de se replier en bon ordre. Ouais. À un moment, il va bien falloir qu'ils décrochent, parce que vous voyez bien que de l'autre côté du Dniepr se profile la possibilité d'une offensive nord-sud et sud-nord qui les enfermerait dans une poche qui, elle, pour le coup, ne serait plus ravitaillable. Donc, à un moment ou à un autre, les Ukrainiens devront décider une manœuvre de se replier sur les bords du Dniepr. On ne sait pas quand ils le feront. Pour l'instant, ils résistent et ils résistent bien. Mais c'est ça l'idée générale. Et d'ailleurs, Général Trinquant, il résiste et il résiste bien, disait Didier à l'instant, ce qui a surpris Poutine, sans doute. Bien sûr, c'est ce qui a surpris Poutine, et c'est pour cela que, comme je reprends les paroles du général Burkhardt, c'est le rouleau compresseur russe qui s'est mis en route. Oui. C'est-à-dire après l'échec de la surprise, de la guerre rapide, etc., l'armée russe fait ce qu'elle sait faire. Un rouleau compresseur qui avance, on le voit bien, qui avance sur l'Est. Pour reprendre un peu ce que vous disiez il y a 2 minutes, pour faire un comparatif, si vous voulez, toute proportion gardée avec une histoire française que les gens connaissent bien, sur le Donetsk, vous aviez l'armée préparée, armée, qui luttait contre les séparatistes. C'était la ligne Maginot. Et en fait, ils cherchent à enfermer cette ligne Maginot en passant du nord vers le sud et du sud vers le nord, pour que les forces bien préparées, bien entraînées, n'aient pas le temps de se replier et donc détruire le cœur de l'armée ukrainienne bien armée, bien équipée. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'on parle de tous ces bombardements, on peut se poser la question de dans quel état Poutine récupérerait ce pays, totalement détruit, avec plus d'habitants à l'intérieur. Ça, c'est une question. Et puis, Catherine, juste une question. On a dit cette nuit que le centre de recherche de Kharkiv, un centre de recherche nucléaire, si j'ai bien compris, avait été endommagé. On nous a bien dit après qu'il n'y avait pas de rayonnement radioactif et qu'il n'y avait pas de danger. Mais c'est ça aussi la politique de la terreur qui mène Poutine ? Ah bah bien sûr, parce que à chaque fois que vous prononcez le mot de nucléaire, que ce soit, alors encore plus en Ukraine où évidemment on a le souvenir du cauchemar de Tchernobyl, mais dans toute la région, dans toute l'Europe, évidemment ça fait froid dans le dos. Donc le fait de tirer même juste à côté, à partir du moment où il y a un soupçon, où il y a une angoisse en se disant est-ce que ça a été touché, est-ce que finalement il y a une fuite ou pas, évidemment ça amplifie encore la situation d'angoisse de la population civile et puis aussi des militaires, bien sûr. Une autre chose, puisqu'on parlait de la politique de la terreur, il y a effectivement la problématique, ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent, des fameux couloirs humanitaires. Et on a bien vu cette jeune fille dans le reportage qui dit « Moi, je ne veux pas y aller. On se fait attaquer, c'est le meilleur moyen de se faire attaquer. » Le président Zelensky en a parlé ce matin, il s'est adressé à Vladimir Poutine. On l'écoute.
L'occupant veut que nos gens meurent, mais ce n'est pas notre cas. Nous avons envoyé des convois humanitaires pour Mariupol, des transports pour sauver les gens. Nos conducteurs comprennent qu'il faut sauver les Ukrainiens, car les partis russes peuvent fusiller ces gens qui essaieraient de partir. Comme ils ont déjà essayé de faire pour ceux qui essaient de quitter la zone des combats. Mais si vous fusillez ces transports ou ces gens qui évacuent, sachez que ceci se passerait sous les yeux du monde entier. Tout le monde entier en sera témoin et pourra témoigner. Et c'est ce qu'on appellerait effectivement une violation du droit humanitaire. Mais il refait le coup, Poutine, on en parlait hier déjà. Vous savez, le droit humanitaire, il le piétine allègrement avec ses rangers depuis un certain temps, et pas seulement sur le théâtre ukrainien. On a vu ce qu'était l'engagement russe, par exemple, en Syrie, et on sait très bien que Bachar al-Assad doit la survie de son régime à l'action plus ou moins concertée de l'Iran et de la Russie de Poutine, sans le moindre égard pour ce qu'on appelle le droit de la guerre ou les lois humanitaires. Donc ça, je pense que c'est une inconnue qui ne pèse pas dans son équation générale. Ce qui est vrai aussi, c'est que, imaginons, ce qui est un scénario parfaitement hypothétique, qu'il y ait une opération d'évacuation techniquement impeccable entre deux belligérants de bonne foi. Je vais vous dire à quel point on est dans l'imaginaire. Oui. Ça change la composition sociologique d'une ville. C'est-à-dire que si tous les civils quittent, vieillards, femmes, enfants, adolescents, etc. Qu'est-ce qui reste sur place? Il reste que des combattants. Et donc, votre ville, elle devient non plus un lieu de vie, avec des foyers, avec des maisons, elle devient un théâtre de guérilla urbaine. Oui. Donc, je veux dire, c'est aussi un problème, parce qu'on sait très bien que ceux qui resteront, et ceux qui restent d'ores et déjà, ils restent pour combattre, donc non pas pour témoigner. Donc ça veut dire que c'est à double tranchant des deux côtés. Pour les Russes eux-mêmes et pour les Ukrainiens, parce que n'oublions pas qu'au-delà de cet épisode, l'idée que ce soit les Ukrainiens accueillis en Europe aujourd'hui, ou que ce soit ceux qui vont être évacués, le cas échéant, vers des zones plus ou moins sécurisées à l'intérieur de l'Ukraine, ils ont quand même vocation un jour à rentrer dans leur foyer. C'est ça. Mais il faut faire attention à ça, parce que ça, moi, ça m'a toujours frappé dans les sièges. J'imagine que toi aussi, tu rappelais hier cette histoire de cette vieille babouchka qu'on avait croisée sur la place de la Minutka à Grozny. Mais moi, ça m'a toujours frappé, que ce soit à Alep, que ce soit à Grozny, que ce soit à Sarajevo. Il y a des tas de civils qui ont peur de sortir parce que c'est effrayant. Cette jeune fille, c'est effrayant. Ça, Honnêtement, et nous, on passe, on les voit, on les interroge. Et on repart, en général accompagné de combattants. Et on a réussi à surmonter... Mais bon, cette paralysie, on a réussi à éviter d'être tétanisé. Bon, ce qui est déjà le premier pas de notre travail. Mais c'est toujours impressionnant de voir. Donc, et je sais que Poutine va dire, mais ceux qui restent sont des résistants, sont des combattants. Eh ben non, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, moi, la jeune femme qui était là hier, Macha, la réalisatrice, elle avait laissé sa grand-mère. Mais il y en a plein qui vont pas partir, les vieux vont pas partir, les gens qui n'ont nulle part où aller ne vont pas partir, donc des civils resteront. Et donc il va dire c'est des boucliers humains. Mais non, s'ils tiraient pas sur la ville, il n'y aurait pas de boucliers humains. Alors justement, je voudrais qu'on aille rejoindre, alors du côté de Kiev cette fois-ci, Pascal, qui est français. Vous habitez à Kiev, Pascal, vous êtes entrepreneur. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Votre femme, elle a quitté l'Ukraine, elle a réussi à partir. Mais vous êtes resté, et pas pour combattre, vous. Expliquez-nous pourquoi vous êtes resté. Moi, je suis resté, si vous voulez, parce que mon fils est franco-ukrainien et donc aide ses camarades à résister, lui avec de l'aide humanitaire. Il porte des cartons, il aide à amener de la nourriture. Et c'est pour cette raison que je le soutiens, que je suis proche de lui, il a 20 ans. Et je tiens à être à ses côtés. Oui, vous êtes resté.